Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. Renforcement de l'accès aux soins de santé. Un accord historique est signé ce vendredi à Conakry. Il prévoit la construction de 50 centres de santé dans les régions administratives du pays. On fera le point tout à l'heure dans cette édition d'information. Simandou Academy, une dizaine de cadres guinéens entament un parcours de renforcement de capacités en Côte d'Ivoire. 3 mois pour améliorer leurs connaissances en administration scolaire. Notre envoyé spécial, Moussa Komara, est sur place. Il sera question enfin de religion avec les 30 ans de l'église évangélique Réma. Des fidèles sont venus de partout pour la célébration. Une occasion pour renforcer la foi et raviver l'appel des serviteurs. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Programme Simandou 2040. Le président de la République, général Mamadi Doumbouya, a visité ce vendredi 2 grands chantiers d'infrastructure à Conakry. Il s'agit de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et de la cité administrative de Koloma. Sur les 2 sites, vous allez le voir, les travaux évoluent à la satisfaction des autorités. Omar Bari. Simandou 2040. Fer de lance de la transformation socio-économique durable et responsable de la Guinée. Le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a effectué ce vendredi 11 juillet 2025 une visite sur 2 chantiers majeurs dans la capitale. Objectif, évaluer l'état d'avancement des projets d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et de la cité administrative de Koloma. Moins de 48 heures après avoir signé un décret modifiant le statut et la dénomination de la société en charge de la gestion de l'aéroport de Conakry, désormais nommée Société de gestion des aéroports de Guinée, SOGEAG, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est rendu personnellement sur le chantier de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. C'est la première fois que la Guinée se dote d'un système de gouvernance aéroportuaire intégré couvrant l'ensemble du territoire national. Cette initiative présidentielle au cœur du programme Simandou 2040, dans son 3e pilier, infrastructure, transport et technologie, vise à augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport pour répondre à la croissance rapide du trafic aérien, tout en intégrant des standards internationaux en matière de développement durable et de performance opérationnelle. Le directeur général de la SOGEAG, Namori Kamara, a expliqué au président de la République que 95% des travaux de la première phase sont déjà réalisés avec une livraison prévue en septembre 2025. Nous sommes immensement contents de la visite du chef de l'État qui est venu aujourd'hui visiter ce chantier phare qui s'inscrit dans le programme Simandou 2040. L'état d'avancement est à 95% aujourd'hui. La première phase va être inaugurée en septembre de cette année. Donc il était très important que le président vienne. C'est une occasion aussi pour nous de souligner l'importance de ce projet. Aujourd'hui, notre aéroport est carrément exigu. Nous avons par exemple au départ de Conakry aujourd'hui tous les jours plus de 14 vols à l'intérieur du pays qui est naturellement un effet d'entraînement de Simandou. Donc il est extrêmement important que le chantier aéroportuaire qui est carrément une reconstruction de l'aéroport Ahmed Sékou Touré connaisse une accélération. C'est pour cela que le président de la République est venu ici ce matin pour voir l'évolution de cette phase 1 qui est extrêmement importante, qui nous permet de passer à la phase 2. Alors, il a visité le bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est l'aviation générale, CIP Building, VIP, et qui va servir de pavillon présidentiel temporaire. Ce terminal VIP est l'un des meilleurs, sinon le meilleur dans la sous-région. Vous allez vous rendre compte vous-même. Ensuite, il a visité aussi le fret, le terminal fret, avec une capacité de 20 000 tonnes. Ce terminal fret aussi est sans précédent dans la sous-région. On peut même se targuer que c'est l'un des meilleurs terminals fret d'Afrique. Donc il est très très important en fait que la Guinée se dote aujourd'hui d'un bâtiment économique qui peut être à l'image un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres pays. Et ensuite aussi le président de la République a naturellement visité le siège de la nouvelle autorité de gestion des aéroports de Guinée qui est terminée aussi à 95%. Et pour la première fois la Guinée s'est dotée grâce à l'action du président de la République d'une gouvernance aéroportuaire qui va non seulement suivre la concession de l'aéroport de Conakry, ce qui est sans précédent, mais aussi les aéroports de l'intérieur et qui va porter la politique aéroport de l'État. Et ensuite, il a visité le bâtiment qui va être dédié à la concession, à la gestion de l'aéroport de Conakry. Et aussi, il y a des bâtiments annexes qu'il a vus, tels que la centrale
centrale énergie de 20 mégas qui est finie, la bâche de traitement d'eau. Cette bâche de traitement d'eau et de bouche d'incendie, c'est carrément plus de 20 camions. C'est une capacité de 250 000 tonnes qui est finie à 95%. De son côté, Younous Yilmaz, directeur général du groupe Al Bayrak, entreprise chargée de l'exécution des travaux, a rassuré quant au respect strict des engagements contractuels. C'est un projet de 2 volets, première phase et deuxième phase. On va finir la première phase au mois de septembre. Donc sa visite sur le terrain à l'aéroport nous a motivés et nous a encouragés de plus. Donc on va continuer avec le même dynamisme, avec la même vitesse et on va finir la deuxième étape. Et comme ça, on aura un aéroport d'une capacité de 3 millions d'utilisateurs. Après la visite de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, le président de la République s'est dirigé vers Koloma, où se construit l'ambitieuse cité administrative destinée à accueillir plusieurs institutions de la République. Supervisé par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, ce projet structurant comprendra 12 immeubles administratifs modernes, des parkings à 2 niveaux, un centre de réunion, des infrastructures connexes sur une superficie totale de 7 hectares. Le chef de projet de l'entreprise ACC, Eli Mehana, a exprimé son engagement à respecter les délais et les normes de qualité exigées pour ce projet stratégique. La cité administrative va abriter l'administration publique guinéenne. Donc nous allons livrer à peu près 2500 bureaux avec beaucoup de bâtiments annexes. Nous avons au total 17 ouvrages à livrer pour décembre 2025. Donc c'est ce qui est prévu. À date, le taux d'exécution physique est de 61% et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir accélérer les travaux et livrer les bâtiments dans un délai imparti. Le chantier constitue de 12 bâtiments G+8 avec 2 bâtiments parking G+2 avec un pavillon héritage, avec un théâtre en plein air, avec un auditorium, on a aussi des bâtiments administratifs, un bâtiment administratif, un centre de réunion et un espace de travail. La surface entière du projet est de 7 hectares, donc à peu près 70 000 mètres carrés, et tout va être développé en tant que landscaping, que ce soit tout ce qui est carreaux et tout ce qui est finition et tout ce qui est verdure dans tout le projet. C'est un projet en entier qui est complet et qui sera avec toutes les dernières informations et utilisations moderne pour pouvoir avoir un espace de travail moderne pour les employés qui vont utiliser la cité. Nous ferons de tout notre mieux pour respecter les chronogrammes qui ont été encadrés. Nous sommes en train de doubler et de tripler d'efforts pour respecter les chronogrammes impartis. Ces infrastructures symbolisent la volonté du chef de l'État de refonder la Guinée sur des bases solides et durables, a précisé l'administrateur général de l'ACGP, Ibrahima Abedjallo. C'est un projet qui s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans le cadre du programme Simandou 2040, qui est le programme de développement durable et responsable de la Guinée sur les 15 prochaines années. Donc ce projet, qui est un projet phare, est aujourd'hui à un niveau de 61% d'exécution. C'est un projet qui va venir vachement améliorer les conditions de travail de l'administration publique afin de permettre un développement accéléré. Ces projets présidentiels font partie intégrante de la refondation de l'État impulsée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya et témoigne d'une volonté politique forte d'investir dans des infrastructures modernes, fonctionnelles et inclusives. Qu'il s'agisse d'ouvrir la Guinée sur le monde par un aéroport à la hauteur de ses ambitions ou de doter l'administration d'outils de gouvernance efficaces, chaque chantier en cours marque une avancée significative vers une Guinée moderne et prospère. Merci à Oumar Barry. Et puis c'est un pas de plus vers la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. Le Premier ministre chef de gouvernement a présidé la cérémonie de signature du pacte d'entente nationale pour la paix, un acte symbolique qui réunit autour d'une même vision les coordinations régionales ainsi que les autorités morales et coutumières du pays. Ousmane Bangoua. En Guinée, un pas important vient d'être franchi dans le processus de paix et de cohésion nationale.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, préside la cérémonie solennelle de signature du pacte d'entente nationale pour la paix. Un acte symbolique et fort qui rassemble autour d'un même idéal les coordinations régionales, les autorités coutumières, religieuses et morales, dans un esprit d'unité et de responsabilité partagée. Ce pacte est le fruit d'un long processus d'écoute, de dialogue et de concertation dans toutes les régions du pays. Il vise à formaliser et renforcer les engagements des garants traditionnels de la société guinéenne autour des valeurs de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. À travers cet engagement collectif, le gouvernement guinéen affirme sa volonté d'accompagner et d'institutionnaliser les mécanismes locaux de prévention des conflits dans une démarche inclusive et durable. Les partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui à la cohésion sociale ont salué une initiative porteuse d'espoir. Pour eux, ce pacte constitue un point de départ vers un nouveau cadre d'action à la fois symbolique et opérationnel pour construire ensemble une société apaisée. Dans son discours, le Premier ministre Amadou Ouriba a souligné la dimension solennelle de cet engagement qu'il qualifie de promesse collective faite au nom des millions de Guinéens pour préserver la stabilité du pays, renforcer l'unité nationale et faire du dialogue le principal outil de résolution des conflits. Ce pacte, désormais scellé, incarne une ambition commune, faire de la cohésion sociale une réalité tangible au service du développement de la justice et de la paix durable. Je le disais tout à l'heure au sommaire, la Guinée vers la construction de 50 centres de santé améliorés. Les contrats qui couvrent l'ensemble du territoire national ont été signés ce matin en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Cette initiative vise à offrir des soins de qualité aux populations vivant dans les zones les plus éloignées du pays. Tcherno Marouf Bah. C'est une signature qui a tout son pesant d'or dans l'histoire du système sanitaire de la Guinée. Cette marque sur ce document de contrat marque le début d'un projet de construction de 50 centres de santé dans les 8 régions administratives du pays. L'ambition est simple, rapprocher les soins de santé des populations vivant dans les zones les plus reculées. Cet acte que nous posons aujourd'hui est l'expression concrète d'un engagement politique fort, celui du président de la République, chef de l'État, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, qui place la santé et le bien-être des Guinéens au cœur de sa vision de refondation. C'est pourquoi, dans le projet de nouvelle constitution, il a été fait un choix historique, celui de reconnaître la santé comme un droit fondamental, inaliénable pour chaque Guinéenne et chaque Guinéen. À cette cérémonie de signature des contrats, les entreprises contractantes et les communautés bénéficiaires se sont engagées pour la matérialisation de cet ambitieux projet. On va tout mettre en œuvre et pour la réalisation du projet dans les délais de 12 mois. La position de telle structure pourrait régler les problèmes de non-transfert de malades et de tous les autres maux que viennent de citer ceux qui nous ont précédés, à cause des services polyvalents qu'elles vont offrir dans leur fonctionnement. Ce projet, au-delà de sa portée sanitaire, est aussi un acte de justice sociale. Les 50 centres de santé modernes qui seront construits à la suite de cette signature ne sont pas de simples bâtiments. Ils seront les symboles de notre engagement à rapprocher les soins de santé des populations, notamment dans les zones les plus reculées, marginalisés ou vulnérables. Ils constitueront des plateformes modernes, dotées d'équipements adaptés, d'infrastructures fonctionnelles et de ressources humaines qualifiées pour offrir des soins primaires de qualité à nos concitoyens. Pour la période 2025-2026, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte construire 100 centres de santé. L'objectif est de garantir les soins de qualité aux Guinéens où qu'ils se trouvent.
Dans l'actualité encore, lancement du comité de concertation douane-secteur privé, une plateforme d'échange pour trouver des solutions aux incompréhensions qui pourraient naître entre les deux parties. Les principaux acteurs étaient présents à cette activité importante soutenue par le ministère du Budget. Mohamed Seyar Souma. Le protocole d'accord remonte à mars 2025. 4 mois après la signature, le comité de concertation douane-secteur privé est activé. Une plateforme de dialogue avec pour finalité faciliter les échanges commerciaux et le dédouanement des marchandises. Cette plateforme de concertation et de dialogue a pour vocation de permettre à la douane et au secteur privé de lever tous les blocages qu'on peut rencontrer dans les opérations douanières. Quant à la douane, cette plateforme va permettre d'associer les partenaires du secteur à toutes les initiatives de facilitation, de discussion sur la réglementation à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Le secteur privé est représenté par le patronat. À cela s'ajoutent les chambres consulaires du commerce et de l'agriculture. Chers collègues, ce comité de concertation est le vôtre. Je vous invite à vous l'approprier pleinement. Nous nous engageons à sensibiliser les acteurs du secteur privé à davantage de civisme dans leurs relations avec la douane. J'ose croire que dans un délai très bref, vous allez inviter la Chambre pour qu'ensemble, que nous mettons maintenant les éléments qui vont travailler avec vos éléments dans les postes frontaliers, sachant que nous sommes présents dans tout le pays, pourrait quand même faciliter l'appui et la collaboration et le contrôle du trafic. Nous vous regardons humblement pour que cette fois-ci, que ce secteur privé, la douane, porte fruit à notre population, surtout le monde rural. Cette inclusivité prouve la bonne relation douane-secteur privé. Le comité mis en place aura pour effet également la mobilisation optimale des recettes. Déjà, les résultats marquent les esprits. Vous, acteurs du secteur privé, avez un rôle essentiel à jouer car vous représentez une part importante des importations et exportations et donc une source majeure de recettes douanières. Par exemple, de janvier à juin 2025, la douane guinéenne a mobilisé 11 875 milliards de francs guinéens contre près de 7 400 milliards de francs guinéens sur la même période en 2024, soit une progression d'environ 60,50%. Ces efforts de collecte de recettes douanières pourraient s'améliorer suite au lancement du comité de concertation. Autre avantage et non des moindres, accroître la compétitivité des entreprises. Et pendant ce temps, au terme de 9 mois d'activité, la 4e promotion de l'école d'état-major Guinée a achevé sa formation. Ils sont 29 stagiaires, dont 8 officiers stagiaires venus des pays amis. Leur promotion porte désormais le nom de la générale de brigade Mawassila, première femme militaire à intégrer l'école militaire interarmée, l'école d'état-major, l'école de guerre et actuel gouverneur de la ville de Conakry. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de la Défense nationale. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. La générale de 2e section, Mahawassila, est une figure emblématique des forces armées guinéennes. Première femme militaire à intégrer l'école militaire interarmée, l'école d'état-major et le cours de guerre en République de Guinée. Elle est aujourd'hui gouverneure de la ville de Conakry. À l'occasion de la fin de formation de la 4e promotion de l'école d'état-major, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale, baptise cette promotion à son nom. Une cérémonie solennelle marquée par la présence de la chaîne de commandement militaire et des attachés de défense de plusieurs pays amis. Quel nom souhaiterez-vous donner à notre promotion? Suprême des armées, Général Mamadi Doumbouya, la 4e promotion de l'école d'état-major de Guinée, la générale Mahawassila, gouverneur de la ville de Conakry. Au total, 29 officiers stagiaires originaires de la Guinée et de 8 autres pays africains, notamment le Mali, le Cameroun, le Gabon, le Burkina Faso, le Togo,
le Congo, le Niger et le Bénin reçoivent leurs parchemins et arborent fièrement leurs brevets. Chers officiers, stagiaires de la 4e promotion, vous voilà désormais diplômés du cours d'état-major. Soyez, partout où vous servirez, les ambassadeurs de l'école d'état-major Guinée, à travers vos savoirs, vos savoir-faire, vos savoir-être transmis par vos professeurs. Cela vous donne des compétences qui vous permettront de faire des propositions à vos chefs. Chers officiers stagiaires, après un an de dur labeur, vous vous engagez sur une voie exigeante où l'on apprend à mieux servir, à surmonter des obstacles avec sang-froid, à prendre soin de ses frères d'armes dans un élan de solidarité et de fraternité. En présidant cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale a salué la création de cette école d'excellence qui illustre la vision panafricaniste du chef suprême des armées. L'école d'état-major devient un centre d'apprentissage, mais aussi une institution d'échange d'idées, d'expérience, de cohésion des jeunes officiers des armées de nos différents pays. C'est le lieu de remercier son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, pour cette vision panafricaniste de renforcement de la coopération militaire des pays africains qui font face aux mêmes défis sécuritaires. Dans un environnement sécuritaire international volatile, la coopération multidimensionnelle doit nous permettre de mutualiser les initiatives et les moyens en vue de relever ensemble les défis sécuritaires auxquels nos États sont confrontés. Créée en 2022, l'école d'état-major Guinée a pour vocation de former des officiers aux compétences nécessaires aptes à servir au sein d'un état-major et dans un contexte multinational. Et voilà qui nous amène à parler de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. La célébration est initiée et mise en œuvre par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Cette année, le thème choisi est leadership féminin, diplomatie et développement, une vision inclusive pour Simandou 2040. Un choix qui symbolise l'implication croissante des femmes dans les grandes orientations stratégiques du pays. Makeme Donzour. Le leadership féminin dans la diplomatie est une priorité pour les partenaires au développement, les acteurs de la promotion du genre et le corps diplomatique. À travers la section genre et équité du ministère des Affaires étrangères, la Journée internationale de la femme dans la diplomatie est célébrée pour rappeler l'importance de l'engagement féminin dans la conduite des affaires internationales. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, est bien plus qu'une célébration. C'est un espace de réflexion, d'échange et de mobilisation pour renforcer la place des femmes dans les sphères de décision, en particulier dans le domaine stratégique de la diplomatie et du développement. Le CNUD salue cette vision et nous sommes fiers d'être un partenaire dans la mise en œuvre de ce programme. À toutes les jeunes Guinéennes qui nous écoutent, votre place est déjà là, à la table où se dessine l'avenir. Le gouvernement guinéen est très engagé dans cette lutte d'équité. À travers des panels et formations, les femmes diplomates sont de mieux en mieux préparées à défendre des programmes et projets comme Simandou 2040. Tirant profit de l'architecture du programme Simandou 2040, qui privilégie le genre, j'ose croire que la place des femmes dans la diplomatie et dans les projets stratégiques n'est pas une faveur. C'est une exigence de justice, d'efficacité et d'avenir. Notre responsabilité collective en tant qu'État, institution, partenaires et citoyens est de traduire cette conviction en actions concrètes dans nos budgets, négociations et stratégies. À travers cette journée célébrée en différé, la Guinée envoie un message fort qui est la diplomatie inclusive tournée vers l'avenir où les femmes occupent toute leur place dans les défis nationaux et internationaux.
Célébration également ce vendredi et en différé de la Journée internationale des petites et moyennes entreprises. Les activités se tiennent cette année à Kindia sous le thème accompagnement et solutions pour l'amélioration des performances des entreprises. Cette 9e édition se veut un espace d'échange afin de booster les PME, le tout arrimé au programme Simandou 2040. Depuis Kindia, on fait le point avec Abdul Karim Kamara et Lansana Marisila. Dans la ville des agrumes, la célébration de ces entreprises s'aligne sur les objectifs de développement durable. Cette 9e édition est ponctuée par des panels portés sur la formalisation des entreprises, les enjeux de la loi portant contenu local, l'accès au financement et les opportunités liées au programme Simandou en faveur des PME. C'est de mettre en place un programme de formation, de mettre en relation avec des entreprises qui ont déjà fait leur preuve sur le marché. Ça permet non seulement de les coacher dans ce sens jusqu'à la pérennisation de leur activité. Le gouvernement guinéen souhaite donc que cet ambitieux programme de transformation socio-économique repose sur des PME performantes. Il s'agit de mobiliser toutes les forces vives du pays, notamment les jeunes, pour qu'ils deviennent le moteur de cette transformation. Bon, déjà, ça fait beaucoup de visibilité pour les PME qui vraiment font de belles choses aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Mais aussi, ça montre tout l'intérêt que le ministère porte aux entreprises qui sont installées à l'intérieur et qui boostent vraiment l'économie du pays. La grande vision du département, c'est que l'économie nationale désormais repose sur ces créateurs de valeur que sont les micro, petites et moyennes entreprises. Donc nous allons les booster, nous allons les accompagner techniquement, qualitativement, quantitativement pour qu'ils puissent davantage s'insérer dans le tissu industriel au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. Pendant 2 jours, des stands seront ouverts par des PME toujours engagés à montrer leur génie créateur. Au même moment, je le disais également au sommaire, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi vient d'envoyer plus d'une dizaine de fonctionnaires stagiaires en Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de Simandou Academy. Pendant 3 mois, ces fonctionnaires vont donc se perfectionner en administration scolaire. Les travaux d'ouverture se sont déroulés à Yamoussoukro en présence du directeur général de l'école normale des professeurs d'enseignement professionnel. Envoyé spécial, Moussa Komara. Avec pour ambition d'être un acteur incontournable dans la réalisation des Simandou Academy, le ministère de l'Enseignement technique de la formation professionnelle guinéen envoie ses 15 fonctionnaires stagiaires à Yamoussoukro pour renforcer leurs compétences en administration scolaire publique. À 3 mois de formation avec une période d'immersion dans nos établissements auprès des chefs d'établissement. Et au terme de ces 3 mois de formation, ils devraient être outillés pour aller prendre en charge les établissements en Guinée. Avec 40 ans d'expérience, ces spécialistes en éducation vont dispenser 4 modules. Le processus de gestion et de prise de décision, la planification stratégique, l'entrepreneuriat et le business model. Ils doivent donc avoir des bases scientifiques, donc théoriques, mais la formation sera essentiellement pratique. On va travailler en groupe, en atelier, pour qu'ils appliquent immédiatement ce qu'ils ont reçu de la formation. Ce bel exemple de coopération sud-sud, né de la volonté des autorités du ministère de l'Enseignement technique de la formation professionnelle guinéenne et ivoirienne, a pour ambition de qualifier davantage le secteur. C'est une première fois que nous expérimentons cette approche et avec ces 15, on sera orienté à l'avenir pour envoyer d'autres cohortes. L'idée étant de pouvoir gérer les grands centres, les grandes écoles que nous avons en Guinée. Il s'agit des ERAM, les écoles régionales d'art et métiers que nous avons. Nous espérons qu'à la suite de cette formation, nous serons suffisamment outillés pour rentrer au pays et restituer le savoir que nous avons appris ici en Côte d'Ivoire. Pour cette première cohorte, toutes les conditions d'apprentissage sont créées. Des visites guidées à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique professionnel d'Abidjan et au lycée professionnel de Yamoussoukro ont permis aux stagiaires de s'inspirer et de mesurer les défis de la gouvernance d'un établissement.
L'actualité de ce vendredi reste également dominée par la validation officielle du projet d'aménagement hydroélectrique de Kogbedu-Farankonédou. C'est le résultat des travaux menés par le ministère de l'Énergie et plusieurs autres acteurs du secteur. C'est une bonne nouvelle pour notre pays en général et en particulier pour les populations de la Haute-Guinée. Voici pour comprendre les explications d'Alassane Tondon Kamara et de Nabi Kamara. Une autre étape majeure dans la résolution du problème énergétique de la Guinée. En effet, le mardi 8 juillet 2025, l'étude du projet hydroélectrique de Kogbedu-Farankonédou, prévu pour 450 gigawattheures par an, a été officiellement validée par les acteurs clés de ce secteur stratégique de notre pays. Le barrage initialement Kogbedu-Farankonédou nous a amené à consulter et à recruter le bureau allemand, qui est un bureau international, pour nous sortir l'étude de faisabilité avec les modifications qu'il fallait apporter sur le projet, notamment au lieu du couple du barrage, ramener à un niveau du barrage de Kogbedu couplé au solaire. Et c'est ce qui fut fait. Ça a été une réussite. Nous, on est soulagés de voir notre projet enfin sortir du bout du tunnel. La prochaine étape, c'est aller à un avenant, intégrer la nouvelle configuration du nouveau scoop dans la convention déjà existante. Le projet Kogbedu-Farankonédou vise à exploiter le potentiel hydroélectrique de la Haute-Guinée pour répondre à la demande croissante en énergie de cette région du pays. Nous avons compris les paramètres techniques qui nous permettront prochainement d'avoir une centrale solaire photovoltaïque de 86 MW, d'un barrage hydroélectrique de 56 MW. C'est innovant parce que c'est une hybridation que nous allons voir dans notre parc énergétique en Guinée. Kogbedu-Farankonédou est un projet innovant qui intègre également une composante solaire pour optimiser la production électrique et garantir la stabilité du réseau. À l'ENAM, maintenant, les étudiants en topographie viennent d'entamer une formation pratique. C'est un exercice qui doit leur permettre d'approfondir leurs connaissances des équipements modernes. Ils pourront être ainsi en phase avec l'évolution des technologies et exécuter au mieux les travaux sur le terrain. Bakari Bamba Kondé. C'est un groupe d'experts chinois arrivés à Conakry pour dispenser une formation pratique aux étudiants en topographie de l'université Gamal Abdel Nasser et de l'école nationale des arts et métiers ENAM. Il s'agit de renforcer les compétences techniques des étudiants et à les préparer aux défis du marché du travail. Quelqu'un qui est compétent, c'est qui a beaucoup été formé et a mis plus en pratique ce qu'il a reçu. Donc, pour moi, c'est de faire sortir la Guinée des compétents parce que la nation en a besoin. Non seulement la nation, mais le monde entier aussi en a besoin. La formation doit se dérouler sous forme d'ateliers pratiques où les étudiants auront l'occasion de travailler directement avec des équipements modernes de topographie. And also we will introduce our SLAM technology. Nous allons présenter les dernières technologies qui sont le laser RTK qui permettra aux étudiants de travailler encore plus vite et qui supprime des heures de travail. Nous allons aussi présenter les scanners laser pour les compagnies minières qui améliorent le travail parce que c'est des dernières technologies en matière de scanner et aussi des GPS. Laser technology. En topographie, nous n'avons pas encore des équipements de haut niveau. Le peu que nous leur donnons en classe, alors aujourd'hui, avec l'apport du groupe, je crois qu'ils vont encore découvrir davantage d'autres manipulations de ces équipements qu'eux-mêmes ils n'en ont pas vu. Grâce à cette initiative d'Omega Group, les futurs professionnels soient mieux préparés à relever les défis du secteur topographique et à contribuer au développement économique de la Guinée.
Et puis c'est un projet sanitaire d'une grande ambition qui vient de prendre fin à Conakry. Ce projet s'est déployé à travers le pays dans le cadre de la prévention des infections dans les structures de santé. La clôture des activités a été marquée par une rencontre entre les différents acteurs du processus, une mobilisation qui rappelle les efforts déployés lors de la crise Ebola en 2015. Aïssata Marchala. Fin de parcours pour un projet sanitaire mené par Expertise France. À Conakry, une rencontre a marqué la clôture de cette initiative axée sur la prévention des infections dans les structures de santé. Depuis 2015, la Guinée s'est engagée dans un vaste effort de renforcement de son système de santé, notamment à la suite de la crise Ebola. C'est dans ce contexte que la France, à travers l'AFD, a financé un ambitieux projet de 7 millions d'euros sur l'amélioration du système de santé guinéen et particulièrement dans la lutte contre les pandémies, dont la mise en œuvre a été confiée à Expertise France. Le projet PCI s'est donné pour ambition de structurer durablement les pratiques de prévention et de contrôle des infections dans nos structures sanitaires à travers un appui intégré aux politiques nationales, un renforcement de capacités ciblées et la promotion d'une culture de qualité et de sécurité des soins. Doté d'un financement de 7 millions d'euros de l'Agence française de développement, le projet a permis de renforcer l'hygiène dans plusieurs établissements de soins à travers la Guinée. Expertise France accompagne le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que les différentes émanations institutionnelles qui en dépendent dans le cadre de différents projets. On appuie notamment au secteur du médicament, mais également des ressources humaines en santé qui représentent une grosse partie de notre activité. On travaille également sur le système des urgences, mais également sur les VBG et autres droits sexuels en santé reproductive. C'est un projet structuré de façon holistique à la pyramide sanitaire et qui, à travers tous les acteurs du ministère de la Santé, ont accompagné vraiment de façon mérifique la mise en œuvre de ce projet qui a donné ses résultats. Ce rendez-vous a également permis de mettre en lumière les défis persistants pour garantir un environnement sanitaire plus sûr et durable. On va parler encore de célébration en différé, cette fois celle de la journée de l'enfant africain. Dans la commune de Tombolia, la célébration a été marquée par des plaidoyers en faveur du respect des droits fondamentaux des enfants. Une œuvre de SOS Village d'enfants, un des partenaires du gouvernement très actif dans la promotion et la protection des enfants en Guinée. Mohamed Kamara. Mois de juin, mois dédié à l'enfance guinéenne, une occasion pour SOS Village d'enfants, l'un des partenaires du gouvernement en matière de la promotion et de la protection des droits des enfants, de célébrer en différé la journée de l'enfant africain. Pour cette structure, la journée de l'enfant africain doit être marquée dans la commune de Tombolia par des campagnes d'information et de sensibilisation en faveur du respect des droits des enfants, surtout les plus vulnérables. Les problèmes que nous, enfants, constituons l'avenir de notre chère communauté, sommes exposés à une rupture progressive de la prise en charge parentale à raison de la précarité économique des familles, du désengagement scolaire, des normes sociales discriminatoires et l'influence de mécanismes scolaires. Depuis 1985, cette organisation accompagne les enfants qui ont perdu ou risquent de perdre la prise en charge parentale en leur offrant un environnement stable, sécurisé et affectueux. Les autorités de la collectivité de Tombolia, qui abrite cette commémoration, ont réitéré l'engagement de promouvoir les droits fondamentaux des enfants dans cette partie de Conakry. C'est une occasion pour moi, au nom de M. le maire, de dire ou rappeler aux enfants que nous ne ménagerons aucun effort dans le cadre de la protection des enfants pour appliquer la politique du président de la République dans la restitution du droit, de l'éducation, de la protection de ces enfants. Cette journée commémorative, célébrée depuis 1991 à la mémoire des enfants de Soweto, massacrés en juin 1976 alors qu'ils réclamaient leur droit à une éducation de qualité, reste un moment fort de mobilisation et de réflexion sur tout le continent africain.
Autre actualité dans ce journal, lancement à la mairie de Ratoma du projet EDG Unité, c'est pour mobiliser les citoyens autour des actions qui concourent à préserver les transformateurs et les équipements de la société Électricité de Guinée. Les responsables de la société ainsi que les autorités locales décident par ailleurs de collaborer en vue de remonter en temps réel les difficultés qui nécessitent une intervention rapide des agents sur le terrain. Moussa Bangoura. Électricité de Guinée au service de la population. Pour mieux servir la clientèle, la direction générale lance son nouveau produit, EDG Unité. Ici, à la mairie de Ratoma, le patron de cette entreprise citoyenne vient expliquer le rôle et les avantages de ce projet. Un projet qui vise à protéger les équipements d'EDG dans les quartiers, tout en renforçant les relations entre le service et les communautés. EDG aujourd'hui met le client au cœur de ses priorités. Lorsqu'un client a un problème de transformateur, un problème de compteur, un problème de poteau qui n'est pas en bon état, lorsque cette information arrive à EDG, toutes les dispositions sont prises pour pouvoir corriger les anomalies et les défauts et leur demander d'être beaucoup plus patients et surtout de payer leurs factures, parce que c'est la tolérance zéro par rapport au non-paiement des factures. Pour matérialiser ce projet sur le terrain, le programme Bénévolat Jeunesse de Ratoma est mis à contribution. Ces bénévoles recrutés serviront de relais pour la vente des produits EDG, pour le rechargement des compteurs après paiement et le paiement de factures d'EDG. D'où cette signature de partenariat avec les autorités locales. EDG démontre qu'il y a une proximité avec les citoyens, une proximité avec les habitants de chaque quartier, afin qu'ils se sentent aussi propriétaires de EDG et non simplement une question de clientèle et entreprise. En plus du service public, ces jeunes seront aussi des ambassadeurs pour les alertes et toute autre anomalie constatée au niveau des installations de l'entreprise pour faciliter une meilleure intervention. Un mot de religion maintenant, pour dire que l'église évangélique missionnaire Réma célèbre ses 30 ans d'existence en Guinée. Plusieurs fidèles, des pasteurs de l'étranger et de l'intérieur du pays se sont fortement mobilisés pour l'occasion. Placé sous le thème « Marcher dans la fidélité de Dieu pour un nouvel élan », la convention vise à renouveler l'alliance entre l'Église et Dieu et à raviver l'appel ministériel des serviteurs. Saint-Martin Fancinadouno et Kandesila. Fondée dans les années 1990, l'église missionnaire Réma a joué un rôle pionnier dans l'ancrage du christianisme évangélique dans le pays. Elle a formé des pasteurs, missionnaires et évangélistes qui œuvrent aujourd'hui dans tout le pays, voire au-delà. Un parcours de 30 années de fidélité, de croissance spirituelle et d'engagement communautaire que célèbrent cette année les dirigeants de ces ministères de Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il nous a soutenus pendant ces 30 ans. Nous avons avec nous une église forte, inébranlable. L'allocution de bienvenue nous exhorte à nous armer de force et que rien ne puisse nous arrêter, mais plutôt de nous lever. Comme le thème de la convention dit, de nous lever, de bâtir le royaume de Dieu. Plusieurs temps de prière, de jeûne, de louanges et d'enseignements sont tenus, animés par des orateurs nationaux et de l'étranger. Les 30 ans sont aussi une occasion de reconnaissance et d'un appel à la transmission. À travers ces célébrations, nous remercions le Seigneur et nous recevons encore la grâce d'aller plus de l'avant et de continuer à œuvrer pour le Seigneur parce que nous savons qu'il est avec nous. De se fortifier davantage parce que le Seigneur est là et que le Seigneur saura encore tenir chacun de nous parce que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. En renouvelant la convention de ministère, l'église missionnaire Réma réitère sa volonté de continuer à servir Dieu avec puissance, fidélité et discernement dans une Guinée qui a plus que jamais besoin de lumière, de paix et de justice.
Merci à Saint-Martin, Francine Adouno. En sport, en plus bref et en image, en prélude au prochain championnat d'Afrique des Nations prévu au Kenya, Ouganda et Tanzanie, le sélectionneur du Sili local, Suleiman Kamara Bedi, a rendu public la liste des 23 joueurs qui doivent participer au CHAN. Au cours d'un point de presse, le sélectionneur s'est montré confiant avec son groupe pour ce tournoi réservé aux joueurs locaux. Fin à Boké de la 8e édition du tournoi consortium organisé par United Mining Supply. La compétition a regroupé des clubs venus des quartiers de la commune urbaine, un événement de haute portée pour la jeunesse de Kakandé. Images et commentaires, Moussa Namina Keita et Jibril Kamara. Le tournoi consortium se joue chaque année au stade Général Mamadi Doumbouya de Boké. La 8e édition de la compétition, jouée dans la plus grande ferveur sportive, a regroupé 16 équipes, dont les sous-préfectures de Dabis, Kolabouni et les contrées de Katougouma, Kaboye et Djoumaya. Bendougou en jaune s'adjuge le trophée en s'imposant au tir au but 3-2 pour la 3e fois. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Bon, et nous remercions aussi les supporters, les encadreurs qui nous ont beaucoup encouragés de gagner la finale là. Depuis la première édition de ce tournoi, les autorités sportives de Boké et leurs partenaires œuvrent pour la pratique du sport dans la localité. Chaque année, on constate des améliorations, de nouveaux talents et qui nous motivent davantage de faire ce tournoi un processus continu dans les mains à main avec la jeunesse. Vous l'avez vu au niveau de la loge officielle, il y a près de 3 trophées qui sont posés devant les officiels. Chaque équipe qui joue avec son minime, je vais parler de U16. Et ces U16-là ne sont pas pris en compte par le consortium, mais grâce à l'engouement de cette compétition organisée, initiée par le consortium, organisée par le sous-district communal de football, nous avons initié afin que chaque club qui participe à ce tournoi puisse se faire accompagner par son minime. La 8e édition du tournoi consortium de Boké coïncide avec la mise en place du gazon synthétique au stade communal Général Mamadi Doumbouya par l'UMS. Désormais, cet endroit est idéal pour la pratique du football. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.